Radio Rec, it's on air. Restez cordiaux, messieurs, ce n'est qu'un débat. L'histoire nous montre qu'il faut être prudent à ce sujet. Maintenant, c'est absolument pas le même contexte politique. C'est Pompidou et Giscard en 73 qui nous ont mis dans la main des banques. Alors, qui pour le mot de la fin ? Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Politiquement Incorrect, l'émission qui annonce votre week-end. Et ce soir, on annonce aussi vos vacances éventuellement avec... on l'espère, beaucoup de joie en perspective. Alors enfin les vacances, si vous ne les consacrez pas évidemment à vos révisions ou encore à un job d'étudiant, ce sera pas mal. On voulait faire une petite parenthèse sur le concours de Noël organisé par la radio, Radio Rec, et ce concours que vous pouvez retrouver sur le site internet de la radio. Et donc comme chaque année en cette période, la radio vous permet de gagner, alors cette année, un joli cadeau, une Galaxy Note 10.1 2014. Voilà, c'est le président lui-même de la radio qui achètera cette tablette et il vous en fait le cadeau. Voilà, il est dans les studios et il me dit que non, alors ce n'est pas lui qui l'achètera, tant pis, c'est pas grave. Alors, un indice pour trouver qui est le Père Noël. Alors pour cela, il faut vraiment que vous rendiez sur le site internet de la radio pour trouver quel est le Père Noël parmi les 5 qui possède la tablette et qui peut vous la faire gagner. Et donc, l'indice de ce soir, il ne faut jamais se réjouir de sa journée avant d'avoir mis son bonnet de nuit. Marc, tu es d'accord avec cette citation ? Tout à fait, hein, je suis un petit peu le mouvement, mais bon, j'ai pas tout compris. Mais bon, en tout cas, je suis d'accord en tout cas. Sur le principe, je suis d'accord. Et donc vous aurez donc reconnu la voix de Marc. Bonsoir Marc. Bonsoir Nico. Bonsoir Raphaël qui est à ta gauche. Oui. Salut Nico, salut tout le monde. Voilà, alors est-ce qu'il faut mettre une fois qu'on a mis son bonnet de nuit, enfin on peut être tranquille et se réjouir de sa journée ? Je mets pas de bonnet de nuit personnellement, mais je suis plutôt d'accord aussi. Ouais. Et Hugo, le retour ? Hugo, bonsoir. Merci Nicolas, bonsoir à tous. Voilà. Bonsoir à mes compatriotes, mes collègues de ce jour, et puis bonsoir aux auditeurs évidemment. Elle nous avait manqué cette petite voix. Hein. Ouais, voilà. Cette petite voix, j'espère qu'à la fin tu pourras nous ponctuer la fin de l'émission avec ce fameux bisou. Voilà. Tu sais qu'on t'a souvent rendu hommage dans cette émission. Voilà, tu es là ce soir, c'est un véritable plaisir. J'ai vu des tentatives d'imitation un peu ratées de ta part Nicolas. D'imitation Non, je vois pas. J'en suis désolé. C'est vrai que je suis un mauvais imitateur. Ah, je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit Non, Mauvais comique, oui. Alors on aura remarqué, même si on t'a pas beaucoup vu sur l'émission, tu étais à ma place donc on ne te voyait pas, mais que tu auras coupé les cheveux. Voilà, c'est un nouveau look pour une nouvelle vie. Alors, on parlait d'humour, voilà. tout est dit. Alors, il y a un an, on vous annonçait la fin du monde. C'était le 20 décembre 2012. C'était une émission spéciale. Marc nous avait fait une jolie chronique. On en avait ensuite débattu. On va pas vous refaire le même coup cette année. La fin du monde, a priori, c'est pas non plus pour 2013. Le monde a continué de tourner, mais comment ? Eh bien, c'est un petit peu la question qu'on se posera. Est-ce qu'il a tourné rond ce monde ? On se posera la question dans un deuxième temps de l'émission avec nos débatteurs qui ce soir nous diront ce qu'ils ont un petit peu pensé de l'année. Et puis dans un premier temps, voilà. J'ai essayé d'imiter Hugo là sur un Ouais, là loupé, je vois que tu m'imites très bien. Vas-y. Voilà. Et bien effectivement, sur cette dernière émission de l'année 2013, on va retourner en Europe après 2 émissions sur l'Afrique et la Centrafrique ainsi que le Mali, et on va revenir sur un sujet sur l'Allemagne dont Marc va nous parler dans un instant, sur un petit cadrage historique. Et tout ça s'inscrit évidemment dans un contexte de remise en cause finalement de ce modèle allemand qu'on nous a tellement montré en exemple ces dernières années suite à la crise économique, et on verra que tout n'est pas rose en Allemagne. Marc, je te laisse la parole pour un petit cadrage. Un petit cadrage qui consistera à se demander au final. Aujourd'hui, on sait que la puissance de l'Europe, le pays le plus à même de pouvoir aider l'Europe est l'Allemagne. Et dans l'histoire, on se rend compte que ça n'a pas justement été le pays qui a toujours gagné, on va dire, surtout au XXe siècle avec les 2 guerres mondiales. Alors, petite précision, il faut quand même remonter un petit peu dans le contexte. On remonte à 1870, la guerre franco-prussienne qui va débuter. Alors, une guerre qui va débuter, notamment à cause de la candidature d'un prince prussien au trône d'Espagne, vacant depuis 1768, et 1868, pardon. Et on va avoir justement la France qui va s'opposer à cette candidature, dans la mesure
où elle ne veut pas être encerclée. On est un petit peu dans la vieille géopolitique territoriale, voilà, la théorie de l'encerclement, et c'est ce qui va d'ailleurs causer ce conflit. Alors on sait très bien que l'Allemagne au final va gagner, et alors il va y avoir des morts évidemment, 39 000 morts du côté prussien, et bien évidemment au côté français on en a beaucoup plus, 139 000, et ce qui est cette première défaite enfin c'est pas la première, mais cette première victoire de l'Allemagne, en tout cas dans le seconde moitié du 19e siècle, va amener justement ce que Raphaël doit bien connaître, ce qu'il a fait de l'histoire, voilà, la Commune de Paris, où suite à cette défaite justement, les ouvriers, on va dire, vont se révolter contre les assemblées, contre les parlementaires, et ce qui est très étonnant dans cette guerre, c'est que finalement la France va collaborer avec l'Allemagne, enfin l'Empire prussien, pour justement faire tomber la Commune de Paris. Et on va voir justement cette victoire. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que l'Alsace-Lorraine, territoire très justement débattu en France, en Allemagne, va appartenir désormais à l'Allemagne. Et il faut quand même rappeler que ce contexte, l'Alsace-Lorraine est un contexte très particulier, et il faut se souvenir de ces fameuses caricatures du peintre Hansi qui caricaturait les Allemands en les montrant comme des bulldogs, un petit peu avec un casque à pointe qu'on retrouvera d'ailleurs lors de la Première Guerre mondiale. Voilà, première victoire de l'Allemagne officiellement. Elle sort un petit peu réjouie de cette, évidemment, comme toute une victoire, et on sent qu'on est vraiment sur une hégémonie de l'Allemagne. Ce qui va se passer, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, c'est que cette hégémonie va pas durer très longtemps. Hégémonie qui va tomber en 14, suite justement à la mort à Sarajevo de François Ferdinand. Alors les différents pays vont s'allier plus ou moins aux différentes parties, ce qui va donner justement la guerre de 14-18, la Grande Guerre. Et comment dire, il y a des conflits extérieur qui explique cette guerre. Alors certes, l'assassinat, je pense, est un point important à comprendre, mais comme l'a dit Bernstein, il y a quand même des effets extérieurs. Je veux dire, on avait quand même l'irrédentisme italien qui était très présent, la question de l'Alsace-Lorraine qui était encore vraiment sur le qui-vive. On était vraiment l'Alsace-Lorraine, c'était vraiment le point d'orgue, et donc on a des conflits extérieurs qui expliquent tout ça. Il va y avoir la victoire bien évidemment française suite à l'arrivée des Américains. On se souvient de Pétain justement qui disait j'attends les Américains et les chars en 17, et on a la victoire de la France. L'Allemagne sort totalement dans une situation de déliquescence, puisque le traité de Versailles qui va être terrible pour elle. D'ailleurs c'est ce qui va sûrement amener cet anti-parlementarisme, ce règne un petit peu, suite à la crise aussi de 29 d'Adolf Hitler. Après ça, on peut débattre, mais vraiment le point d'orgue, c'est ça. On a quand même 9 millions, on a à peu près 8 millions d'invalides, c'est une guerre terrible. L'Allemagne en sort vraiment, comme j'ai déjà dit, totalement bafouée. Et tous les thèmes un peu nationalistes dans l'entre-deux-guerres vont s'imprégner de tout ça. Donc l'Allemagne sort totalement bafouée. Oh, alors le cadavre bougeait encore en Europe, et il a fallu remettre une seconde couche, et au final la guerre de 40 va finir d'achever je dirais l'ensemble européen. Ça c'est un point de vue qui est développé dans Dominique Vénère dans le siècle de 1914. On est d'accord ou pas, voilà, je pense qu'on est vraiment là-dedans. Alors cette seconde guerre mondiale va avoir quelque chose de particulier. On sait très bien que la France à partir de 40 va poser les armes, il va y avoir la résistance, mais l'Allemagne va poursuivre. La bataille de Stalingrad va être la première défaite allemande. Et ce qui va d'ailleurs amener Hitler à finalement, avec l'arrivée des Américains, l'ébarquement de Normandie, le D-Day, je crois que ça s'appelle comme ça, mais je crois que mon anglais est très mauvais, donc je le prononce pas très bien, peut-être. Non, je valide. Tu valides, ça va. Et juste pour revenir à l'Allemagne va perdre, elle va sortir aussi bafouée de cette guerre, avec évidemment des charges de reconstruction importantes qui vont lui être imputées, en plus de l'Holocauste qui va lui coûter, enfin entre guillemets qui va lui coûter des charges annuelles pendant un certain nombre d'années, toujours maintenant d'ailleurs. Et je voudrais revenir juste pour dire que finalement l'Allemagne au XXe siècle justement, a connu une certaine déliquescence, et on comprend pas, enfin on comprend, il y a des moyens d'expliquer, mais c'était pas le point de départ de son hégémonie européenne d'aujourd'hui. Et juste petite précision historique, je pense que c'est juste vraiment en filigrane, l'Allemagne, souvent, je sais pas si vous êtes d'accord, mais on a souvent loué Pétain en 17, et on l'a complètement vilipendé en 40 quand il a signé avec justement les Allemands pour arrêter les combats. Et alors je prends pas comme c'est politiquement incorrect, je vais aller dans ce sens-là, je dirais que c'est politiquement incorrect. Alors, en 17, on a à peu près donc Pétain attend les Américains, les Américains et les chars. Et ce que ne sait pas Pétain à ce moment-là, et c'est plus tragique, c'est que ça va Nicolas, tu vas t'en remettre un petit peu, on a voilà. Bref.
l'armée allemande en 17 est très mal. Les services secrets sont nuls et du coup Pétain décide d'arrêter les combats. Et je pense que ce fut une erreur tragique parce que il a attendu et la guerre nous ne la maîtrisions plus désormais. On a failli perdre. Les Allemands ont mis une raclée aux Russes, ils ont mis une raclée aux Italiens et on ne maîtrisait plus cette guerre. Et je pense que ça a bien tourné, mais ça aurait pu très mal tourner. Et en 40. Bon après, je reprends pas ce qu'a dit Paxton sur la France de Vichy, c'est pas le débat, mais je pense qu'en 40, en arrêtant les combats, il a été salutaire pour l'Afrique. Je pense que s'il n'avait pas arrêté les combats, l'Allemagne aurait pu poursuivre poursuivre en France, passer la Méditerranée et attaquer l'Algérie. Et alors c'est un débat historique dans lequel je n'entrerai pas, mais je pense que évidemment la résistance, on est tous contents de l'avoir eu, mais je pense qu'il a été salutaire pour la France en 40 plus qu'il ne l'était en 17. Voilà. Petite précision, donc voilà, j'ai posé un petit peu les bases très rapidement, je ne sais pas si j'en ai choqué quelques-uns, mais voilà, pour dire que le XXe siècle, et la date clé c'est 14, quoi, pour comprendre la défaite allemande, les deux défaites allemandes, et voilà, quoi. Hugo, une réaction? Ouais, si je peux me permettre de réagir à cette petite chronique de Marc, déjà, revenir sur une première chose, c'est l'Alsace-Lorraine. Qui te tient à cœur? Ouais, étant lorrain par mon père, je me permets de corriger l'expression Alsace-Lorraine par Alsace-Moselle, parce qu'il faut savoir qu'une partie de la Lorraine n'a pas été allemande, C'est vrai. et s'est battue pour ne pas l'être. Et c'est cette partie dont je viens, donc Oui, oui. c'est pour ça que je me bats pour qu'on soit correct dans l'expression. Oui, Bon, mais bref, il y avait c'est les troupes une allemandes question de étaient quand détail. même dedans aussi, quand même. Hein. Pardon? Quelques troupes allemandes étaient quand même. Voilà, Après, bon. bon. Après, ce sont des territoires qui sont contestés. Marc a insisté sur le rôle du territoire, de l'encerclement, de l'expansion territoriale. Et c'est pour ça que l'Alsace-Lorraine a été très importante, notamment dans cette bataille. Ensuite, deuxième chose qui m'a intéressé et que je trouve très importante, c'est la question de la dette et des charges qui sont imputées à l'Allemagne pour la reconstruction et pour toutes les charges liées à la guerre ou aux destructions. Et je trouve que c'est vraiment fondamental de se mettre ça en tête, que l'Allemagne a réussi à se reconstruire, à se bâtir comme une puissance, une des premières puissances du monde, malgré ces dettes-là qui ont été après coup allégées, mais qui sont quand même présentes. Il faut se rappeler qu'après la Seconde Guerre mondiale, la France était présente dans la Ruhr, donc la terre industrielle de l'Allemagne, territoire industriel de l'Allemagne, pour justement récupérer des sous qu'elle avait, voilà, des amendes qu'elle avait données à l'Allemagne. Donc il faut se rappeler des amendes que l'Allemagne lui devait et qui n'avaient oui, pas voilà, été. voilà, c'est ça. L'Allemagne ne voulait pas payer. Elle pouvait pas surtout. Voilà. Et donc la France a décidé de coloniser entre guillemets cette partie du pays pour récupérer ses sous. Et donc par là même, on va dire, comment dire, ralentir un peu le développement de l'Allemagne. Troisième chose que je voulais évoquer et que tu n'as pas évoqué, Marc, c'est le rôle de la RFA et de la RDA, qui est, je pense, d'autant plus important que l'on sait aujourd'hui la puissance de l'Allemagne. L'Allemagne a réussi à se reconstruire malgré une séparation qui a duré, je ne sais pas combien de temps exactement, mais un bon moment, toute la guerre froide. Voilà, pendant la durée de la guerre froide. L'Allemagne était séparée en deux et donc avait un développement séparé. Beaucoup plus développé à l'ouest qu'à l'est. Voilà. Et justement, elle a réussi à la tenter, et elle tente aujourd'hui toujours de réunifier et d'unifier ce pays et d'unifier le développement. Et je trouve ça assez important à signaler. Et je trouvais dommage, dernier mot Nicolas, que ton propos s'arrête à la Deuxième Guerre mondiale. Je dois répondre à cette accusation. C'est pas une accusation. Non, c'est juste, je partais des deux guerres mondiales. Après, on aurait pu, après c'est l'autre, c'est bon. Après, il y a des historiens qui parlent d'une troisième guerre mondiale avec la guerre froide. Bon, ça d'en débattre. Mais évidemment qu'on peut en parler. Mais voilà, au final, ça ne fait que rajouter quelque chose, qui est la division. En plus de la faillite, elle est divisée. Oui, et donc, justement, c'est parce que je trouvais que ça ne faisait que renforcer. Là, parce qu'en fait, on parlait aussi des relations. Au départ, je voulais faire accentuer sur les relations franco-allemande. Donc du coup je me suis arrêté là, j'aurais pu continuer, mais là dans ce cas-là ça aurait été bloc contre bloc, et du coup la France, même si la France, ce qu'on ne comprend pas d'ailleurs, a été du côté ouest, enfin Berlin-Ouest, et même dans la partie ouest de l'Allemagne, il y avait des troupes qui étaient là-bas, c'est pas, je pense que les relations franco-allemandes étaient vraiment signées à partir de 14 et de 19 et même de 1970 quoi.
Merci beaucoup donc pour ce cadrage historique. Alors, on va maintenant passer à aujourd'hui. Vous savez que Angela Merkel vient d'entamer un troisième mandat. Troisième mandat de 4 ans en Allemagne, c'est 4 ans. Nous, en France, c'est 5 ans pour comparer. Elle dirigera une grande coalition composée des unions chrétiennes et sociodémocrates selon Le Figaro. Le Figaro de cette semaine, le 17, c'était mardi. Et vous savez aussi peut-être que cette semaine, un accord a été mis en place au niveau européen sur la finance en Europe. Et notamment, certains médias ont dit que l'Allemagne, que cet accord était favorable à l'idée des Allemands d'Angela Merkel plutôt que ce que proposait François Hollande. Donc finalement, elle débuterait fort ce troisième mandat. Raphaël, tu as un petit peu cherché des informations sur la situation actuelle en Allemagne. Tu souhaites nous en dire quelques mots? D'abord, je vais essayer d'expliquer un peu le pourquoi du comment, parce que on parle surtout de l'alliance avec le parti socialiste allemand, le SPD. Pourquoi faut une alliance? Parce qu'en Allemagne, contrairement à la France, déjà, l'élection se passe c'est la représentation proportionnelle qui domine. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un parti fait plus de 5% aux législatives, il se doit d'être représenté dans l'Assemblée allemande. À partir de là, Merkel étant élue, mais sans majorité, sans la grande majorité, elle a été obligée et contrainte de chercher une alliance avec un autre parti pour l'Assemblée. Du coup, après avoir tâtonné pendant plusieurs semaines avec ses concurrents, elle a essayé, notamment avec les Verts, de trouver une alliance sans réussite. Elle a fini par s'incliner finalement face au SPD parce qu'elle n'avait pas le choix. Et elle a dû céder sur pas mal de points qui sont centraux et qui risquent de changer beaucoup de choses. À commencer notamment par une grande évolution, selon moi, sociale, qui est l'arrivée d'un SMIC dans les prochaines années. Faut savoir qu'à partir jusqu'à aujourd'hui, si tu veux, dans chaque domaine, soit industriel, les services, en fait, c'était l'État fédéral qui voyait avec chaque domaine quel salaire était imposé, quel minimum. Et du coup, on se retrouvait avec des emplois dans certains secteurs où les gens pouvaient toucher moins de 5 euros de l'heure, ce qui nous paraît un peu ahurissant ici en France où le SMIC est à plus de 9,40 brut de l'heure, je crois. 9,43 de l'heure, voilà. Et du coup, voilà, le SPD a réussi à imposer ça. On devrait donc dans les prochaines années voir un SMIC arriver en Allemagne à 8,50 de l'heure, qui est un peu éloigné du nôtre, mais enfin c'est quand même un bouleversement conséquent. D'autant que ça devrait changer pas mal au niveau des relations commerciales notamment, parce que forcément le coût du travail il va logiquement augmenter pour les Allemands, et donc toute cette compétitivité, le pourquoi beaucoup achètent allemand et pourquoi ils avaient une exportation importante risque de s'inverser, parce que du coup leurs produits vont être vendus logiquement plus cher et vont être logiquement donc moins vendus à l'extérieur, donc ça pourrait rééquilibrer la balance par rapport à la France et changer un peu les rapports européens. Marc, tu souhaites réagir ou tu es parfaitement en harmonie avec... Non, mais sur ces points un peu techniques, non, je sais, voilà, je savais juste qu'il y avait un différent système politique, ce qui met beaucoup de temps, ça fait quelques mois, enfin ça fait au moins plus d'un mois qu'ils sont en train de chercher une coalition. C'est un mode, je trouve que je le préfère au système français, je le dis tout de suite, parce que voilà, on a une représentation, la France l'avait fait en 86, et du coup ils avaient arrêté, voilà. Le FN avait 36 sièges à l'Assemblée, ça a calmé un peu. Du coup, ça a calmé un peu tout le monde, mais au final, si les gens votent, et pour des députés ou quoi, et même pour un président, je pense que les votants et ceux qui ont voté pour une partie doivent être représentés aussi. Après, ça pose sûrement des problèmes de gouvernementabilité, ça c'est autre chose, c'est un autre problème, mais au point de vue de la représentation, je pense que l'Allemagne est beaucoup plus avancée que nous. D'ailleurs, la plupart des pays d'Europe sont dans ce système-là, bon, à part les quelques monarchies constitutionnelles qu'on a au nord et en Grande-Bretagne. Mais ouais, sur ce système, ça met du temps, mais au moins il y a une représentation des gens qui votent, quoi. Tu as dit une phrase qui est très utilisée dans les médias depuis au moins 2007 maintenant, depuis que Nicolas Sarkozy est au pouvoir. L'Allemagne est en avance sur nous, et pourtant cette semaine, Le Point révèle que en Allemagne, les salaires chutent, la pauvreté avance. Oui, là c'est sur le problème politique. Après, oui, sur le problème politique évidemment, mais on sait très bien que d'un point de vue des normes sociales et économiques, l'Allemagne est très dure. Une personne qui est au chômage et qui ne fait pas acte de présence lors par exemple d'un rendez-vous pour l'emploi, est éjecté du système social tout de suite. Des fois, les heures supplémentaires en Allemagne sont proposées, mais si un employeur, enfin vous dites à un employeur par exemple que vous ne souhaitez pas en faire,
bah, il va pas vous prendre. C'est-à-dire que c'est aussi délicat. C'est-à-dire qu'on se plie souvent au système économique. On est obligé. Il y a une forme de dictature économique d'un côté parce que je sais pas si le terme est bien employé. Mais j'ai vu une phrase qui était plutôt intelligente là-dessus. L'Allemagne, alors c'était que l'Allemagne a fait finalement le choix d'un chômage faible avec plus de travailleurs pauvres par rapport à la France qui a fait le choix inverse avec davantage de chômage, mais finalement de meilleures conditions sociales. Donc après, il reste à débattre lequel est le meilleur système. C'est vrai que ça fait depuis plusieurs mois, on voit Copé, tout ça, qui dans les émissions politiques dresse des portraits idylliques de l'Allemagne comme si c'était le paradis sur Terre, mais là on se rend compte, les salaires ont baissé pour la première fois depuis 4 ans en Allemagne là, durant ce trimestre de 0,3%. Donc on voit que quand même il y a des problèmes. Alors j'ai le chiffre sous les yeux, il y a 15,2% de la population allemande qui est en situation de pauvreté, qui vit sous le revenu médian. Pour donner un ordre d'idée, on considère donc que quelqu'un est pauvre en Allemagne à partir du moment où, par exemple, pour un père de famille, s'il a 2 enfants, et ben un couple et sa femme, voilà, un mari et sa femme, ils ont 2 enfants. Si les deux gagnent moins de 1826 € par mois, on considère que cette famille est pauvre. Et pour un célibataire, ce salaire tombe à 980 € brut. C'est-à-dire qu'en Allemagne, quelqu'un qui gagne moins de 980 € brut sera considéré comme pauvre. Donc forcément, c'est peut-être un peu plus élevé qu'en France, mais en même temps, le prix là-bas, enfin le prix de la vie n'est peut-être aussi pas le même. Donc faut regarder, je sais pas. C'est vrai que les logements en Allemagne apparemment sont beaucoup moins chers qu'en France, donc déjà à partir de là, ton pouvoir d'achat est plus grand. Mais après sur les prix, je sais pas du tout. Faudrait se questionner là-dessus. Je sais pas si. Mais je peux éventuellement, alors pour donner un peu plus de détails sur la grande coalition avec le SPD allemand, faut savoir que le SPD donc de Sigmar Gabriel, qui est président du parti social depuis socialiste depuis 2009, sociodémocrate, ouais, si tu veux être précis, mais en gros ça se rapproche. C'est toujours au moins socialiste. Centre-gauche, disons. Depuis 2009, il a demandé en gros à ses adhérents s'ils voulaient cette coalition. Donc quand même il y a eu un effort démocratique là-dessus. Il n'a pas imposé la chose. Faut savoir que le SPD en Allemagne c'est 474 000 habitants, donc pas loin du double de ce que revendique le MP en France. Et donc ce sorte de référendum interne a été voté à grande unanimité. Il y a 75,96% d'adhérents du SPD qui ont voté oui, avec un taux de 77,86% de participation. Donc à l'unanimité, tout le monde a été d'accord là-dessus, alors qu'on pouvait se demander si justement est-ce que les adhérents de gauche étaient favorables à une alliance avec Merkel, qui est pour le coup pas très axée sur les mesures sociales. D'ailleurs, elle a considéré que l'arrivée du SMIC n'était pas une réforme juste, entre guillemets. Donc on voit quand même qu'il y a d'importantes divergences. Pour ce qui est de Sigmar Gabriel, pour ceux qui le connaissent pas, donc je vais essayer de dresser un portrait un peu rapide pour qu'on se fasse une image de lui. Et donc il est à la tête du SPD depuis 2009. Pour la petite histoire, quand il était petit, on l'appelait le Gros Gabi, puis après à 16 ans, Siggy le Rouge, puis l'Archange Gabriel. Donc il a eu tout un tas de petits surnoms assez marrants, qu'on peut réutiliser ou pas, selon sa situation politique. Alors, l'autre anecdote, parce que là il va y avoir un lien un peu historique avec ce que disait Marc, c'est qu'à 3 ans, ses parents se sont séparés, il est arrivé chez son père. Et en fait, son père était très violent et était surtout un ancien nazi, donc fan des théories révisionnistes. Et donc sa mère l'a arraché de son père à l'âge de 10 ans, lui-même a dit que ça lui avait sauvé la vie, il est reparti avec lui. Et alors pour la suite, sauvé la vie, son père... Et en fait voilà, c'est depuis le début 2013 qu'il a avoué ça à la presse, il a déclaré à la presse cette histoire de père nazi, personne n'était trop au courant. Mais son père était mort depuis 7 mois, du coup il a lâché ça, et c'est vrai que ça a choqué un peu les opinions en Allemagne. Et donc dans le gouvernement, en fait, le SPD a réussi à prendre 6 ministères. Donc ce qui est pas mal. Sigmar Gabriel, il sera lui responsable notamment de la sortie du nucléaire civil d'ici 2022, qui est l'un des grands travaux mis en avant par Angela Merkel, qui vont un peu d'ailleurs en contradiction avec ce que la France prône, hein, parce que la France, on sait que c'est un grand pays qui base beaucoup de son industrie sur le nucléaire. Et l'Allemagne justement essaie de s'émanciper. Donc est-ce qu'on peut dire encore une fois que l'Allemagne est en avance sur nous? Je ne sais pas, je suis pas un spécialiste du domaine. Marc, je sais que tu avais une opinion là-dessus qui était assez tranchée la dernière fois, il me semble. Étant donné que le CNRS propose à l'horizon 2050 une multiplication par 2 des énergies nucléaires dans le monde, voilà, ça va pas être facile, puisqu'évidemment la disparition des énergies fossiles risque de poser des problèmes.
Donc voilà, C'est mon exposé d'hier, entre D'accord, parenthèses, c'est pour ça que ça Voilà, hein, ça me revient là. c'était léché. Voilà. Donc le SPD a réussi à prendre 6 ministères, ce qui n'est pas négligeable. Il pourrait donc avoir une influence considérable. Au niveau des relations européennes, il y a 2-3 nouveaux arrivants dans le gouvernement qui sont plutôt pro-européens et francophones, qui pourraient justement favoriser les relations franco-allemandes avec Angela Merkel. Et pour terminer, pour ma part, c'est vrai que donc voilà, on dresse un bilan assez de l'extérieur. On sait qu'Angela Merkel, on se dit bon, l'Allemagne marche bien, l'Allemagne ça roule, ils ont un excédent budgétaire impressionnant, ils exportent beaucoup, tout a l'air de marcher, le chômage est bas. Quand tu regardes que les chiffres, on se dit mais comment ça se fait, il y a à peine 5,5% de chômage. Les indicateurs qu'on utilise en France Voilà, c'est ça. sont bons en Allemagne, mais voilà. Et du coup, on se demande pourquoi. Sauf que il y a aussi beaucoup de théories qui mettent en avant le fait que Merkel n'est quasiment en rien responsable de tout ça. Dans son dernier mandat, d'ailleurs, alors j'ai les trucs sous les yeux, mais dans son dernier mandat, apparemment, à part la fin du service militaire et la sortie du nucléaire qui est prévue pour 2022, elle n'a pas fait grand-chose, Angela Merkel. Le fait est que tout ce qui est le truc des, ce qu'on appelle en Allemagne les petits jobs, les mini-jobs, voilà, je crois que c'est ça, les mini-jobs, qui est réputé justement pour être le pays des mini-jobs là-bas, du fait des petits salaires. Il y a plein d'étudiants, d'ailleurs j'ai vu des témoignages sur RFI d'étudiants français qui arrivent là-bas et qui sont stupéfaits justement parce qu'ils s'attendent pas à ça. Ils arrivent, ils vont chez Benetton, c'était une étudiante qui allait chez Benetton, et là on lui propose un salaire de 5,5 € de l'heure. Et donc forcément quand t'as grandi en France, bah t'es pas trop habitué à ça. Et en fait ça, cette réforme, ce qu'on appelle, alors c'est ce qu'on appelait, c'est Schröder qui a mis ça en place, et c'est ce qu'il avait réuni sous le nom de l'agenda 2010. Et en fait, donc toutes ces retombées économiques, ce qui fait que le coût du travail est bas, ce qui fait que les exportations sont hautes, bah ça vient pas de Merkel finalement, ça vient de Schröder qui était du SPD et qui était membre, qui était à la tête du gouvernement de la chancellerie entre 98 et 2005. Et donc peut-être toute cette flexibilité, finalement c'est lui qui l'a mise en place. Merkel a récupéré tout ça. Elle a pas finalement durant son deuxième mandat été très active. Elle a laissé couler la chose parce qu'elle voyait que ça marchait bien et finalement elle se retrouve avec un pays qui est à la tête de l'Europe. Mais voilà, on se rend compte que quand on regarde de près, si de loin les chiffres peuvent paraître attrayants, notamment le chômage, quand on regarde de près, on se rend compte que la réalité n'est pas toujours si belle. Mais Peut-être Hugo Hugo souhaitait, oui, Bon, Hugo bah, souhaitait merci, réagir et puis Marc, à l'entrée. Marc Ah, conclura sur le déjà, thème. je ne ferai que souligner ce qu'a dit Raphaël sur le fait que tous les commentaires, notamment venant de l'UMP, sur le fait que Merkel c'est super, que c'est excellent, on n'a pas de chômage, etc. C'est bien beau de faire ce genre de portrait-là, mais il faut regarder ce que c'est que le chômage. Et voilà, comme l'a dit très bien Raphaël, si on travaille pour 4, 5 euros, voire parfois 1 euro, faut se rappeler du reportage d'Envoyé spécial sur l'Allemagne, il y a 1 ou 2 ans de ça, qui montrait qu'on pouvait travailler jusqu'à 1 euro par heure. On doit l'avouer, c'est pas grand-chose. Donc faut bien regarder, il faut savoir ce qu'on veut. Au final, si on veut beaucoup de travailleurs pauvres ou moins de travailleurs mais qui gagnent plus d'argent. Parce que excuse-moi Hugo, mais c'est bien les membres de l'UMP ou de la droite nous mettent souvent en avant le modèle allemand parce que au niveau du PIB ça avance, au niveau de l'économie c'est stable. Enfin, une économie, si l'économie d'un pays a beau être stable, si les gens sont pauvres et de plus en plus pauvres, je vois pas l'intérêt finalement. Si c'est pas dans l'intérêt de la population, ça. Et puis il y a quand même une idée d'égalité derrière ça. Je sais pas si vous êtes d'accord. Une idée d'égalité derrière le fait que même si on travaille pour peu, tout le monde travaille dans le système allemand finalement. Enfin, grosso modo. Déjà, tout le monde ne travaille pas. Non. Oui, mais il y a quand même un taux de chômage. Bon, plus de personnes travaillent, Voilà. certes, mais après, il faut savoir ce qu'on a avec ce salaire-là. Qu'est-ce qu'on peut avoir et quelles seront les conséquences de la mise en place d'un SMIC à l'allemande. C'est ça qu'il faut se demander. Et ensuite, je voulais revenir, ça date un peu dans le débat, mais sur le procédé de l'élection, de la mise en place de cette grosse coalition. Comme Marc, j'aime beaucoup le fait qu'on mette en place la proportionnelle. Ça a fait peur en France, parce que les gens ne veulent pas avoir le FN au Parlement, mais c'est vraiment dommage de voir qu'en France, aujourd'hui, 20% des gens, à peu près, votent pour Marine Le Pen, et qu'elle ne soit pas représentée au Parlement, et ça sera la même pour tout le monde. Je veux dire, pourquoi on n'applique pas la proportionnelle? C'est beaucoup plus juste, c'est beaucoup plus démocratique. Oui, c'est beaucoup plus représentatif. Démocratique, Voilà. je sais pas, mais représentatif. À la fin, s'il y a 20% des gens... on peut pas tout baser sur la démocratie. Il y a des auteurs qui ont très bien dit que même si Hitler a été plébiscité, il fallait utiliser une puissance dictatoriale pour contrer Ça, c'est Carl cette Schmitt. montée. Voilà, Carl Schmitt exactement, qui a dit ça. Donc finalement, la démocratie c'est bien, mais si ça va Oui, justement non, à mais- l'encontre non, mais- de la démocratie. Là, on Oui, en non, mais débat. là, Est-ce que Le alors, Pen, Marc. c'est Adolf Hitler? C'est ça qu'il faut un petit peu. Alors, les indicateurs sont, non, les indicateurs sont, on va dire,
dire, sont à peu près, on va dire les mêmes. Ils On ont a, pas on le a même la crise physique, économique, on a eu celle de 29 en Allemagne, du coup, on se demande si le système économique fonctionne, du coup, ça renforce un petit peu les extrêmes. Mais les gens qui votent tous ne sont pas des nazis. Et évidemment, il y en a, avoir, évidemment. Non, mais ce que je veux dire, pas un parallèle, ce que je veux dire, c'était l'auteur. Hein. ah mais je suis d'accord avec toi, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'on se borne à dire tous ceux qui disent que l'Europe c'est pas bien sont des nazis, enfin pas des nazis ou du moins des extrémistes, ou soit on se demande si le système que eux pensent mauvais n'est pas à revoir dans certaines formes. Et dans ce cas-là, bon, je sais pas si c'est pas si c'est parce que le FN va rentrer au truc que ça va changer énormément de choses, qu'il y aura toujours des coalitions anti-FN. De toute façon, c'est un petit peu le but du truc, même en France. Et justement, c'est bien ça que je veux mettre en lumière. C'est qu'on fait jouer un jeu hypocrite aux politiques français, à savoir des pactes entre le PS et Europe Écologie, des choses comme ça, qui n'auraient pas lieu d'être si on mettait en place la proportionnelle. On met en place des coalitions pré-élection, je veux dire, alors qu'on pourrait les mettre après. Des petits arrangements entre amis. Voilà, des petits arrangements. Pas toujours entre amis, qui finissent bien souvent dans le sang, et de plus en plus aujourd'hui, parce que on voit que les tensions sont de plus en plus fortes. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à s'entendre sur ce qu'on fait du Front National, si on doit amener à voter pour ou si on doit amener à voter contre. On ne sait pas quoi faire. Donc, je pense que le système allemand est beaucoup plus sain que ce qui a lieu aujourd'hui en France. Après, la représentation proportionnelle, c'est pas non plus, ça dépend du système. Hein. On avait vu en Israël, il me semble que c'est à partir de 2,5% que le parti est représenté dans l'Assemblée. Mais tu vois qu'en Turquie, c'est 10%. Donc quelle représentation proportionnelle on veut aussi? C'est pas toujours la même. C'est non, pas dit que 10%, ça dépend de la population, du territoire et de la représentation. Moi, je trouve que ça dépend le du chiffre nombre de de partis 5% est pas mal. Parce que non mais ça dépend aussi du nombre de partis. Parce que si vous faites ça en Afrique, vous avez personne qui va être représenté parce que tout le monde sera en dessous du seuil de 5%. Il y a quand même dans un seul pays, qui est le Cameroun, il y a quand même 230 partis. Vous imaginez bien que si c'est à chaque fois c'est 5%, personne ne l'aura parce qu'il y en aura 1, 2, 3. Voilà. Là, les gros partis en France, bah, on les connaît. C'est l'extrême gauche, c'est l'extrême droite, c'est l'UMP, c'est on va dire le centre, même s'il fait beaucoup moins. Et c'est le Parti Socialiste. Donc au final, il n'y en a pas énormément non plus. Justement, par exemple, tu parles du centre qui ne fait pas beaucoup de chiffres, peut-être qu'il en ferait plus si on mettait en place la proportionnelle, qu'il ne l'obligerait pas à se placer entre entre deux. Mais en tout cas, c'est vrai que mais Bayrou a toujours dit qu'il était, il a certes qu'il a beaucoup plus pris parti justement vers la gauche, ça on l'a bien vu. Non, justement, là, il repart de l'autre côté. Oui, mais justement, ouais, Borloo. Tu parles de Borloo? Bah non, mais non, moi là, je parle de Bayrou. Moi je parlais de Bayrou. Oui, mais justement, c'était Bayrou, là, il a fait une nouvelle alliance avec Borloo, et Borloo, c'est pas vraiment la gauche. Non mais vous voyez, en fait, on est un petit peu dans ces trucs-là, et il est un peu pour la gauche, puis un petit peu pour la droite. Alors, le débat n'a pas lieu, mais après, sur la question des seuils, c'est à étudier, c'est évidemment, c'est ce qu'il faut faire, de toute façon, dans toute élection, il faut étudier un petit peu les seuils, un petit peu étudier tout ça, mais je pense qu'on serait déjà, pas quelque chose de forcément démocratique, mais quelque chose de plus républicain, dans une plus grande délégation. C'est vrai qu'en Allemagne, là, finalement, moi, je trouve ça pas mal, parce que c'est Merkel qui est chancelière, enfin, qui est à la tête du gouvernement, et finalement, la gauche arrive quand même à imposer certaines de ses idées par voie démocratique. Oui. Mais alors dans ce cas-là, si on dit que la gauche a justement du pouvoir pour faire influer, si on fait la même chose en France, qu'on ne fera sûrement pas, si l'extrême droite a le droit d'influer, il faut lui laisser le pouvoir d'influer. Et tu vois, c'est aussi ça le jeu en fait. C'est ça qui est délicat. C'est que soit on accepte totalement ce truc-là, et dans ce cas-là, bah, tout le monde a le droit d'ouvrir un petit peu sa bouche. Oui, non, mais là, faut quand même préciser que tout le monde n'a pas le droit à la tribune dans ce gouvernement. Non, mais bien sûr. Ah, non, je sais pas. Ils ont fait le choix avec le SPD. Voilà, ils ont fait d'y aller. Et un autre. Non, mais oui, mais moi je prenais dans et le les cas chrétiens si jamais... démocrates aussi, je crois. Non, mais ça, c'est le CSU, il me semble, mais ça fait un peu partie c'est des frères, là, c'est des. Voilà. Non, mais quand on voit les coalitions avec le SPD et quand on voit les chiffres de Marine Le Pen, moi personnellement, ça ne m'étonnerait pas qu'elle arrive encore au second tour. Et dans ce cas-là, enfin, ou qu'elle soit, en tout cas, qu'elle arrive au second tour, mais si on est dans la proportionnelle, je veux dire, moi ça m'étonnerait peut-être pas forcément. Qu'elle soit justement obligée quelqu'un soit obligé de faire des coalitions avec un gros parti à côté qui serait l'extrême droite par exemple, ça ne me choquerait pas. Enfin et rappelons effectivement qu'un parti même minime représenté proportionnellement à l'Assemblée de manière plus importante que le FN aujourd'hui aurait un bilan à défendre. Bien sûr. Puisqu'il est plus présent, donc il peut être force de proposition et un bilan à défendre. Mais voilà, au moins on saurait ce qu'ils valent vraiment et ce qu'ils ont à proposer réellement. Parce que là, avec 2 députés plus un député apparenté FN qui est le Jacques Bompard, et plus ou moins proche du FN, voilà,
ils n'ont pas grand-chose à faire Voilà, au pour l'instant, ils Parlement. ont du texte, ils ont des idées, du texte, des discours, mais c'est vrai que dans l'application, on n'a jamais eu l'occasion de voir ce que ça donnait. Oui, c'est ça, mais c'est pour ça que. Alors après, on s'entendra toujours cette expression, genre, vaut mieux prévenir que guérir. C'est toujours Bah ça oui, aussi ouais. qui. Voilà, mais de toute façon, alors il y a plusieurs hypothèses. Alors on va repartir sur le FN, mais soit les EFN, on dirait entre guillemets, on va dire prendre le pouvoir. Imaginons, je sais pas. Alors soit justement, elle n'arrivera jamais à appliquer ce qu'elle veut faire, c'est-à-dire l'Europe, le franc, etc. Soit elle y est et elle décide de tout régenter, et moi, pour moi, ça me semble pas possible. Donc au final, on pourra justement la juger sur des parties, je dirais, infimes de son truc. C'est-à-dire que l'Europe, on n'y croit pas, le franc, on n'y croit pas. Donc du coup, on verrait comment, économiquement, nationalement, elle pourrait... qu'est-ce qu'elle ferait finalement? Et même sur la question de l'immigration. Au final, ça dépend pas que d'elle. Les gens arrivent et bon, selon le droit européen, c'est difficile de les renvoyer chez eux aussi. Bon. L'économie non plus, ça dépend pas que d'elle. Revenir au franc, ça peut paraître simple comme Voilà. ça, mais au final, économiquement. Mais j'ai dire, je pense que c'est pas possible. Je l'ai dit. Ouais, non, Mais Je d'ailleurs laisse, ça qui je laisse fait, répondre Hugo et ouais, ouais. ensuite on repart un petit peu sur l'Allemagne quand même. Oui, juste un instant. C'est d'ailleurs ça qui fait tout l'attrait, on va dire, pour certaines personnes du programme du Front National, c'est que ce sont des choses assez révolutionnaires, à savoir des choses qui vont changer viscéralement, qui doivent, selon les dirigeants du FN, changer viscéralement la tournure que prend la France. À savoir, voilà, si on change de monnaie, si on sort de l'Union européenne et de la zone euro, ce sont des choses là qui sont supranationales déjà, et voilà, qui ne peuvent pas être portés par 2 ou 3 députés aujourd'hui, qui doivent être portés par voilà une majorité parlementaire, et ensuite une majorité parlementaire au Parlement européen. Donc ce sont des choses qui doivent aller dans un grand mouvement, et le mouvement actuel n'est pas suffisant, il ne pourra pas enclencher Et quoi que ce soit. avant de recentrer sur Raphaël. Marc, tu parlais du contexte. Donc effectivement, il y a le contexte économique avec la crise des subprimes et tout qui traîne encore. Mais il y a aussi l'anti-parlementarisme pour moi qui est de plus en plus fort. En tout cas, il y a de plus en plus de gens, si tu veux, qui sont dégoûtés de la politique, de plus en plus de scandales. À commencer par Cahuzac, qui est chargé de régler la question des fraudes fiscales et qui finit lui-même par être accusé de fraude Et fiscale. puis qui est surtout à gauche. C'est surtout ça encore. Dire quelqu'un qui se Il défie entache complètement, voilà, quelqu'un l'image du qui truc. se dit libéral Enfin, à économiquement. droite, oui, enfin. Je veux dire, moi, c'est terrible. Hein. Je prends pas parti, mais je veux dire, quelqu'un qui est de droite, totalement libéral, capitaliste, enfin, moi, le terme est un petit peu excessif. Tout le monde, ouais, à gauche Tout aussi, le sont monde, voilà. capitalistes. Mais bien sûr, mais voilà, mais officiellement, idéologiquement, on ne les pense pas comme ça, si tu veux. Et on se dirait, oui, en même temps, ils baignent dedans, bon. Mais là, c'est l'idéologie qu'on prend un coup, même si l'idéologie n'a plus beaucoup de sens aujourd'hui, même n'a plus de sens même aujourd'hui. On est vraiment dans ces trucs-là. Et je suis d'accord avec l'antiparlementarisme, mais moi, j'irais plus loin. Je dirais l'antipolitique, parce que. Ouais, c'est ça. Voilà, L'antipolitique, oui, le discours tous pourris, on mais l'entend oui. de plus en plus. Et moi, alors, il y a plusieurs trucs, on en a déjà parlé, mais la démocratie, parce que si on continue le débat, est-ce qu'il faut continuer la démocratie telle qu'elle est aujourd'hui? Et c'est ça la question, c'est-à-dire qu'on pense que la démocratie est polluée par des gens qui sont dans les parlements, qui sont au pouvoir, qu'on pense que tous ceux qui font l'ENA sont des gens comme ça. Alors moi, je prends tout de suite parti, je pense qu'il y a beaucoup de pourriture là-dedans. Je pense que je dirais pas tous pourris, parce que je parlerai au niveau étatique, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont dans des affaires un peu frauduleuses, mais la question est telle que moi je suis pas capable de faire ce qu'ils font. Donc au final, je me tais. Mais j'irai très vite là-dessus. Il y a une anti-politique renforcée par tout ça, et c'est là le point d'orgue. C'est-à-dire que la démocratie, il faut bien comprendre une chose, c'est que la démocratie aujourd'hui, j'englobe le système politique, est certes décriée, et là Hugo, je t'avais demandé de lire Revel, je pense que tu as dû le lire. La démocratie est décriée parce que c'est elle-même qui permet de mettre en avant ce qui fait qu'elle est décriée. C'est la démocratie qui permet de mettre en avant le fait qu'il y ait des corruptions. C'est la démocratie qui permet à Mediapart de démontrer l'affaire Cahuzac. Allez, c'est de plus en plus imposé d'ailleurs, Mediapart. Ouais, mais j'aime pas Mediapart, mais c'est juste parce que tu devrais pas, moi je trouve que ça participe justement à la démocratie. Je trouve que c'est un organe médiatique qui permet justement de faire le débat. Je trouve le journal est pas bon, mais évidemment démocratiquement, qui se développe avec plaisir. Au contraire, pour Cahuzac, ça a été très bien. Mais je veux dire, voilà, c'est ça le point d'orgue. C'est les gens aujourd'hui ne pensent pas
au fait que ça soit quand même la démocratie qui met devant Mais t'as les raison, et problèmes aux devant les États-Unis, là, on a exactement, ça me fait penser à ça tout de suite, immédiatement. Aux États-Unis, on a exactement le même problème avec les écoutes de la NSA, et là, on a un juge avant-hier qui a dit que ces écoutes étaient inconstitutionnelles, inconstitutionnelles, voilà, exactement. Donc, tu te rends compte que c'est un mec qui fait partie de l'organe démocratique Ouais. qui se permet justement de critiquer le système. Oui, Donc, voilà. en même temps, C'est ça aussi, c'est ça le point d'orgue. Mais je sais pas, c'est parce que t'en penses Hugo. Il faut y aller pour dire quand même que c'est bien le NSA, etc. Ah non, je te dis, moi ce que je trouve bien c'est que dans ce système-là, justement, des gens de l'intérieur puissent critiquer ce même système et que ça soit permis. C'est ça que je te Pas dis, c'est toujours, parce que c'est un mec de l'intérieur quand même qui a révélé le scandale et apparemment il n'est pas très très bien vu. Mais bon, Je veux dire, voilà, pour Non, mais au revenir, final, il pour sort, toi, le New préciser, York Times Edward- sort le truc. Edward Snowden, il sort le truc grâce à des journaux. Oui, mais déjà, Comme les journaux existent, c'est ce que je te dis. Comme WikiLeaks, voilà, c'est à peu près le même procédé. Enfin là, on va c'était dire. plutôt le New York Times. Oui, voilà, non, mais je veux dire, ça sort par des journaux. Mais l'État en soi n'est pas pour les révélations. Ah, mais en même temps, Mais après, c'est pas forcément. Faut pas être. oui, mais c'est l'État pas les public, autorise. C'est pas bonne presse. Elle est pas c'est- pour, mais elle les autorise. C'est ça aussi le Mais truc. oui, voilà, c'est ça qui est. C'est ça. C'est exactement, c'est Mais le jeu alors, démocratique. juste, Alors, alors, l'État va pas. Ce que je veux dire, ne c'est que parlez pas tous en même temps, Hugo. l'État l'aurait pas autorisé, ça serait sorti quand même. Parce Oui. que Snowden est suffisamment intelligent. Aujourd'hui, je crois qu'il est en Russie. En Russie, il a demandé l'asile au Brésil. Voilà, il a demandé au Brésil. Si ça Il n'avait fait pas, meilleur au Brésil qu'en Russie. voilà, si ça n'avait pas fuité Aussi, aux ouais. États-Unis, ça aurait fuité ailleurs. Et Mais ça, bien sûr. Voilà, donc Mais ça aurait c'est- atterri mais dans c'est nos ça, oreilles. à un moment C'est ça donné. je crois que là on a mis le point sur le problème du début de notre siècle. C'est de savoir si au final on reconnaît que la démocratie nous permet justement de la critiquer, ou si on pense que la démocratie met en place des gens qui sont corrompus. C'est ça le point d'orgue. C'est-à-dire que si on pense que la démocratie est bonne parce qu'elle met en avant tout ça, bon, on peut dire finalement, On peut se dire que c'est un moindre on peut mal. dire que on peut se dire que c'est un moindre mal. C'est la première chose. Mais si on pense au contraire que c'est la démocratie et aujourd'hui le système, je veux dire, des réseaux, je pense qu'aussi il y a quand même quelque chose comme ça. Il y a des réseaux qui se mettent en place. Il y a quand même des systèmes qui sont des États dans l'État où on maîtrise pas tout aussi. Et je pense que c'est difficile de se prononcer aujourd'hui parce que on peut dire, des fois je le dirais, mais tous pourris d'un côté, oui, parce que on a des gens qui sont pas fiables, on sait qui sont des fois incohérents, qui sont des fois incohérents et sur des choses qui sont d'ailleurs même pas qui ne sont même pas nationales mais qui sont internationales sur des sujets comme ça, on met en avant toutes les idées de réseau. Alors on met en avant le CRIF qui est un réseau qui domine un petit peu le pouvoir aujourd'hui et c'est ça qui est remis en cause. Alors est-ce que c'est légal, Qui domine quoi, pas non plus. non, je veux dire que non mais ce que je veux dire sur l'idée du CRIF, c'est que soit on accepte d'avoir des organismes de toutes les, on va dire, les minorités, c'est un vaste terme. Soit on accepte de dialoguer avec toutes les minorités, hein, mais on ne crée pas si elle se veut vraiment laïque. Certes, ça n'interdit pas d'en parler le système laïque, mais soit il faut faire la part des choses. Soit on fait des choses pour tout le monde, hein, ça c'est peut-être de la démagogie, mais je le pense. Soit on fait des choses pour la banlieue et pas avec des gens comme la LICRA ou SOS Racisme qui n'ont rien fait, qui ont été la pire gangrène de ce truc-là. Mais il faut être cohérent. C'est-à-dire que là on a un deux poids deux mesures et les gens en ont marre. Et c'est pour ça. Moi, je suis pas sûr que ce On soit divague un ce petit peu, problème-là. on Voilà, je divague suis un pas peu sûr du que ce soit le thème, cœur là. du problème. Mais non, mais t'es d'accord. Juste, Nicolas, juste 2 secondes. T'es d'accord pour dire que soit on reconnaît que la démocratie est bonne parce que je te dis, elle met en avant ce qui permet de la Ah critiquer. oui, mais moi, soit, je te dis, moi, soit oui, on oui, critique, je suis d'accord. Voilà. Mais je pense qu'elle est bonne. Moi, je pense qu'on se permet de. C'est un Je moindre pense mal. qu'on a des goûts de luxe, c'est-à-dire qu'on se permet de critiquer parce que finalement, il y a des trucs à critiquer, rien n'est parfait, mais finalement, il y a toujours pire. T'aurais pas lu Tocqueville, toi? Non, mais tu sais. Ouais, non, mais c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Moi, mais... je pense qu'il y a toujours pire. Après, on peut toujours critiquer. Faut aussi regarder ailleurs ce qui se fait. Oui, mais on peut comprendre qu'aujourd'hui, les gens on leur met des trucs devant la tête comme ça en leur disant, bah, vous voyez, ils sont corrompus, il y a des réseaux partout, des machins et tout, etc. Les gens en ont marre. Et je comprends que le FN prenne de la place aujourd'hui, même si c'est révolutionnaire et certes beaucoup très utopiste. Moi, je comprends que cette voie-là, au moins, et là, on en revient avec le système allemand. Je comprendrais que justement, qu'avec la représentation proportionnelle, on arrive à mettre des gens qui en ont marre et qui essaient de critiquer un peu le système pour voir au final on peut aller où, quoi. On peut essayer de voir. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire, mais... Hugo te répond et après on passe sur la place de Alors, c'est pas vraiment l'Allemagne une réponse, dans le mais monde. Marc a fait la transition vers l'Allemagne et je voulais rajouter un truc sur ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir sur l'idée de consensus, de coalition et d'accord, mais il faut se rappeler que l'Allemagne a quelquefois ça dans le sang, savoir trouver des accords. Ils arrivent à trouver des accords entre les syndicats et les patronats, entre guillemets, pardon. Et donc là, ils arrivent à trouver des accords entre différents partis politiques. Et voilà, Le compromis.
voilà, il trouve le compromis. François Hollande est caractérisé par ça. Oui. Il devrait pouvoir y arriver aussi. Ouais, mais On espérerait que les autres aient ça dans le sang. c'est la représentation proportionnelle qui fait qu'elle est obligée de faire Voilà. un compromis, sinon elle l'aurait pas fait. C'est ça. Je veux dire, ils ont ça dans le sang et ça a un sens un peu fort. Non, mais je veux dire, c'est plus naturel pour eux parce que déjà, voilà, je pense que c'est dans le comportement et aussi le système politique qui induit ça. Je veux dire que nous, aujourd'hui, malgré tout ce qu'on peut dire de François Hollande, qu'il est un homme de consensus, de compromis, il ne pourrait pas être capable de faire ça. Parce qu'il n'en a pas la possibilité. Voilà, mais voilà, je pense que c'est pas le dans le sang, système. justement. Je pense qu'elle est contrainte de le faire et que c'est le système qui pousse les gens à faire ça. Et à Oui, être mais comme ça. Et donc là, on retombe sur ce que je disais tout à comment l'heure. t'expliques aussi que dans tout ce qui est monde du travail, on se retrouve aussi à faire des accords de la sorte. Bah, il y en C'est a- ça que je veux dire. il y en a aussi en France des accords entre le MEDEF et. Non, mais en France, on est beaucoup plus dans la lutte que là, on est beaucoup plus dans l'accord, dans la recherche du compromis, voilà, du gagnant-gagnant. Il y aura toujours un perdant, mais on essaye d'être dans le gagnant-gagnant. Comme là, tu te caches pas que le SPD est plus perdant que gagnant, mais Bah, moi je trouve que. Bah, il a perdu moi, les je trouve- élections, Oui, donc mais, à partir mais de- justement, je trouve qu'il s'est bien Voilà, débattu mais- de ça. Il a perdu les élections, mais il a réussi à Voilà. relever la tête c'est ça. et à faire en sorte de redonner une impulsion C'est à pour son ça que parti et à la politique du pays. C'est pour ça que je dis gagnant-gagnant, parce qu'il arrive à trouver son compte finalement. Dans Alors, la défaite. on les a évoqués légèrement dans cette émission. Quel est donc deux exemples, pardon, qu'on a évoqués légèrement. Effectivement, le compromis trouvé là sur la scène européenne concernant l'union monétaire, l'union bancaire. Monétaire, L'union je sais plus. bancaire. L'union bancaire, pardon. Et puis d'autres choses, comme par exemple en Centrafrique, nous en parlions la semaine dernière. Eh bien, il va y avoir des soldats allemands et britanniques certainement en renfort très rapidement. Du coup, eh bien, effectivement, quelle est la place de l'Allemagne dans le monde actuel? Est-ce que Raphaël, tu as quelques éléments de réponse? Bah, Dans la le place, monde oui, quelques éléments, on en a effectivement. Déjà, diplomatiquement, l'Allemagne, parce qu'on a beau mettre en avant la puissance, diplomatiquement, l'Allemagne elle restera pour l'instant moins forte que la France, notamment à l'ONU, ils n'ont pas le droit de veto. On a vu là qu'avec, c'est pour quel cas où ils étaient, justement, c'est pour la Centrafrique, il me semble, qu'ils Non. étaient appelés à. C'était Pour l'Iran, il faisait partie du groupe. voilà, c'était 5 pour plus l'Iran, 1. 5+1 exactement, c'était les 5 membres Du Conseil permanent. permanent du Conseil permanent de l'ONU plus l'Allemagne. Donc on voit qu'on essaie quand même de leur donner une petite importance. Mais n'empêche qu'au quotidien, à l'ONU, au siège, ils sont pas là. Ils sont là, mais ils n'ont pas le droit de veto comme la France, comme la Chine, comme la Russie et les autres. Donc finalement, diplomatiquement, ils n'ont pas la même influence que ces pays-là. Culturellement, je pense aussi qu'ils sont pas mal en retrait par rapport à la France ou aux États-Unis ou à ces grands pays-là. Je sais pas comment Marc ou Hugo Vas-y. voient les choses. Finalement, ça fait une répartition. La France est un peu moins bonne économiquement, l'Allemagne est meilleure diplomatiquement. Ça permet aussi de coopérer quelque part. Alors non je vais prendre le rôle de Marc 5 secondes pour rappeler le rôle de l'histoire dans cette Je vais le histoire faire, justement parce que Si tu sors mon L'histoire Bah nous oui. a montré quoi? l'histoire nous montre que l'Allemagne n'était pas très bonne colonisatrice Ah, voilà. et du coup ce qui Ah bah fait ça, on est une d'accord. influence mondiale moins puissante. Notamment au niveau de la langue. Et Voilà. d'ailleurs, est-ce que- alors je Attends, connais pas Hugo, oui. exactement les colonies allemandes, mais il doit avoir voilà le Cameroun et 2-3 colonies en Afrique. Oui. Elles sont pas nombreuses. hein. Voilà, mais il y a Le Cameroun, c'est sûr. voilà, le Cameroun, ça c'est sûr, mais après ils l'ont perdu. Voilà, mais il n'y a pas grand chose. Et ce qu'ils ont, l'influence qu'ils ont, c'est aux alentours, à savoir voilà la Suisse, Le Rwanda, d'ailleurs. l'Autriche, Ouais. qui parle allemand, mais voilà, et l'influence culturelle et linguistique est assez faible. La force de l'Allemagne se fait par son commerce. Voilà, elle arrive à implanter, à distribuer, à vendre tout autour. Elle a une balance commerciale déficitaire, c'est-à-dire qu'elle exporte plus qu'elle n'importe, et donc ça fait sa puissance dans le monde. Et pour Marc. continuer, tu voulais peut-être continuer, Hugo, non, je sais pas. Et juste pour, alors, Hugo disait, c'est une phrase qui m'a marqué, elle n'était pas très bonne colonisatrice. Je dirais simplement qu'elle ne voulait pas être colonisatrice. Bismarck, c'était très présent au 19e siècle, ne voulait absolument pas se ruiner, je prends ces termes, dans la colonisation. Et on voit très bien que, bon là, je dis ça en vitesse, on voit très bien que ça a coûté énormément. Et bon, ça ne répare pas le préjudice moral et physique, évidemment, mais ça a coûté beaucoup plus aux métropoles que ça ne leur a rapporté. Mais Bon, après, je vais ça, c'est un débat historique, hein. je vais pas rentrer dans un débat, mais tu ne pourras pas m'enlever qu'aujourd'hui la France bénéficie encore des colonies
qu'elle a eu il y a Attends. qu'elle a Bien- perdu Bien plus que l'Allemagne. il y a 50 Ah, ans. oui, Oui, il y a 50 ans. En Oui, plus, d'ailleurs, même un t'es- peu, même- d'ailleurs, ça que- vous êtes c'est les ça. premiers à critiquer le néocolonialisme, C'est à ça faire que que je veux les dire. entreprises Je le françaises arrivent critique, en je le Afrique. critique, C'est bien ça que évidemment. Finalement, dire, tu peux pas avoir un discours Ah, ambivalent et attends, dire que la alors, France va pas profiter. La et que- réponse de Marc. Je réponds tout de suite. Déjà, première précision, je veux qu'on sorte de l'idée, c'est un premier truc, que la colonisation, c'est l'idée de la droite, parce que c'est la gauche qui voulait la réaliser, et même Clémenceau, c'est pas très beau comme citation, a dit « Je viens de perdre l'Alsace-Lorraine, donc je viens de perdre 2 sœurs, vous m'offrez 10 domestiques ». C'était la phrase de Clémenceau, juste petite précision historique. Il a Après, dit Lorraine ou Moselle. Non, il a dit non, j'ai perdu 2 sœurs, il a pas dit Alsace, Lorraine ou bref, il a dit j'ai perdu 2 sœurs, vous m'offrez 10 domestiques. Évidemment que quand la France est arrivée là-bas, ce qui coûtait le plus, c'était les contraintes de souveraineté. Jacques Marseille, je l'ai déjà cité, donc je vous renvoie à ces trucs-là. Donc évidemment, on achetait beaucoup plus cher dans nos colonies. C'était l'idée de puissance internationale, c'est le pouvoir d'avoir un rayonnement, d'avoir un empire. Mais économiquement, ça ne rapportait pas. Là, on est sur de la géopolitique territoriale, voire impériale, c'est différent de l'économie. C'est pour avoir une assise. Et d'ailleurs, on a eu du mal à les gérer. L'Algérie, quand il y a eu des colonisations, ça a fait beaucoup de mal. Ça fait énormément de mal que ce soit, voilà, l'exemple phare était quand même le Rwanda, et même quand dans d'autres colonies, en Algérie par exemple. Mais d'ailleurs, l'Algérie c'était un cas un peu plus laid, c'est les départements français. Mais voilà. Donc ça, je dis justement ça, c'est que la France n'a pas bénéficié économiquement des colonies. Territorialement, elle en a profité. Et ça se retrouve aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant, la France a un petit peu, connaît là-bas, quoi. Officiellement, elle y va tout le temps. On sait très bien que Bah, c'est elle à qui on fait appel aussi. Hein. Elle est toujours chez elle. Oui, mais elle est toujours chez elle. Oui, on va Non, dire mais ça comme ça. tu vois Parce ce que que je veux dire. parce que les rênes du pouvoir sont détenues. Enfin, je veux dire, le clientélisme sud-africain est encore bien présent. Et France-africain, tu veux dire. France-africain, pardon, c'est pour moi, est encore bien présent, et c'est ça le point d'orgue. Et là, Raph, tu viens de dire quelque chose qui m'a un peu interloqué. Tu dis, on l'appelle. Alors je ferai une distinction entre le pouvoir des Sud-Africains, du pouvoir des pays Africain, subsaharien, tu veux pardon. dire. Ouais, subsaharien, autant pour moi. Voilà, je ferai une distinction, voilà, parce que ces gens-là sont des pions du clientélisme à l'échelle africaine et à l'échelle occidentale, entre guillemets, hein, excusez-moi du mot, mais voilà, donc il faut bien faire une distinction. Je pense que la France aujourd'hui et les grandes puissances anciennement coloniales, que ce soit la Grande-Bretagne, que ce soit ou la France, parce que les autres n'ont pas eu. Bon, l'Italie c'était pas une grande puissance coloniale aussi. Pour parler, on va faire un parallèle avec l'Allemagne. Aujourd'hui, il y a un intérêt, je pense, à faire que le sous-développement ne bénéficie pas à l'Afrique, pour garder derrière cette idée de précaré, ça c'est évidemment. Mais c'est juste, donc là, le débat et la boucle est bouclée, c'est-à-dire qu'on a toujours des intérêts là-bas, et le but c'est aussi de ce néo-empire, si on pourrait l'appeler, plus diplomatique que territorial aujourd'hui, et les Plus intérêts économique aussi. Non, mais économiques, attends. je suis pas certain de l'économie, parce qu'il faut distinguer l'État du privé. Du privé, ouais, je pense que c'est Voilà. c'est primordial. Voilà, Mais tu et sais on l'a vu très avec bien. Bolloré quand c'était dans le golfe de Guinée. C'est Non. le privé qui est là-bas. Dans le Oui, golfe de mais Guinée. alors, Voilà. c'est la France quand même. C'est les entreprises françaises, c'est pas l'État. C'est ça la Oui, différence. Vous me demandez de différencier. Je différencie bien l'étatique du système Si tu colonial. différencies pas, tu les mets tous dans le même pot et tu tombes vite dans le tous pourri justement. Bah, Bah oui, j'ai c'est fait pour ça que voilà. t'as raison de le faire. Mais on Hugo. sait très bien que quand un dirigeant français va dans un autre pays, Ah, il est chez lui. il va. Non, je parle de l'Afrique, mais Oui. Dans le micro, quand Jean-Marc Ayrault, par exemple, va en Chine ou n'importe où, il va aussi vendre. Bah là, quand Hollande va au Brésil pour les rafales, Voilà, quand Sarkozy, il y est bon, allé. il a raté les Ouais, oui, rafales, ouais. tant pis, mais il vendait des rafales aussi. Il faut pas oublier ça. Mais bien sûr, mais on je peut. pense on- qu'il ne on va peut- pas louper la rafale de 2014. François Hollande, c'était la petite blague. Merci, Marc, Nicolas. pour répondre. Non, mais- Alors, vas-y, vas-y, alors j'ai pour parlé. Noël, s'il vous plaît, achetez un livre de blagues à Nicolas parce que là, Je il pense faut que vraiment. pour toutes les révolution. théories internationales, il y a beaucoup de gens qui essaient de s'approprier ce domaine de manière morale, je pense. Je pense qu'il faut quand même faire preuve d'un brin de réalisme. Bien sûr que la France, c'est pas l'abbé Pierre, hein, ils vont pas intervenir partout au nom de la démocratie, c'est pas des néoconservateurs qui sont au gouvernement. N'empêche que, alors effectivement, des fois, t'interviens et t'as aussi des intérêts économiques derrière, t'as des préservations de tes intérêts, c'est de la logique, hein. Oui, puis Si, il y a euh, beaucoup de ressortissants là-bas aussi. C'est fondamental aussi. Tous les ressortissants français. Non mais t'as les en Afrique- ressortissants, voilà, et puis t'as les ressortissants, Mais- tu te dis tu vas aider les tiens, tu te dis aussi que si t'es une entreprise là-bas et que l'État se renverse et que ton entreprise est renversée, bah c'est pas forcément génial, donc t'interviens, et en même temps que t'interviens, tu peux aider aussi une partie de la population qui est soumise à plusieurs violences, mais je vois pas où est le problème. Moi je pense que si l'État assumait, en tout cas si ça existe, mais si l'État assumait ces intérêts-là, il y aurait plus de problème. Enfin moi Mais- ça me dérangerait pas tant que ça. Moi, je dirais deux choses. La première chose, c'est que
comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que malheureusement aujourd'hui, alors je rentre pas dans les débats nationaux en Afrique parce que ça va encore prendre 2 heures. Je dirais d'un point de vue étatique, j'ai malheureusement peur que la France, en essayant enfin, je dirais pas qu'il y a une théorie du complot non plus, mais je dirais qu'en allant là-bas et en allant militairement là-bas, en faisant semblant de les aider, etc., ça résolve les choses. Semblant, mais tu vois, semblant, tu fais un jugement de valeur. Pourquoi? Attends, mais attends, En j'explique. Centrafrique. Je dirais, non mais attends. D'où viennent les problèmes en Centrafrique? Les problèmes en Centrafrique, ils sont nationaux, ils sont politiques et ils sont frontaliers. Si la France n'avait pas mis la démocratie ou des systèmes de séparation du territoire frontalier avec la conférence de Berlin, on n'en serait pas là. C'est-à-dire que la France aujourd'hui intervient mais ne résout pas le cœur du problème. C'est ça mon propos. C'est-à-dire que c'est bien beau de faire éteindre, d'arrêter les combats. Ils reprendront tout le temps. Au Rwanda, au Cameroun, en Afrique du Sud, ils sont toujours présents alors qu'on pense que c'est le pays le plus développé d'Afrique. Certes pour le moment, mais il est bien dans des décadences aujourd'hui. Et je dis ça, c'est ça le problème. C'est que on va là-bas, on arrête les combats, mais on fait rien pour que les combats ne reviennent pas. Alors soit on fait les choses du bout en bout, soit on les fait pas. Et c'est ça qui me dérange moi particulièrement, c'est que il y a quand même un problème de fond là-dedans. C'est que la France croit elle veut se faire bien, à mon avis, voir et va là-bas pour résoudre les conflits. Mais en faisant ça, elle résout pas les problèmes politiques. Et là, du coup, elle conserve plus ou moins. Imagine que la France impose sa vision des choses. Après, on va encore lui dire qu'elle impose son truc. Elle peut pas tout faire. Je veux dire, il y a un moment, je vais reprendre Baptiste, sa métaphore de l'arbre, de la forêt à éteindre. Métaphore j'ai de trouvé Baptiste. plutôt juste parce que quand il y a des urgences, t'interviens. Après, la suite des événements. Tu peux pas attendre. Oui, mais tu peux pas attendre 2 mois et demi quand il y a une urgence et te dire bon, on fait ça comme ça, on fait ça comme ça. D'abord, t'éteins le feu et après tu te dis comment on fait pour qu'il y en ait plus. Au Mali, ça fait 60 ans que ça dure les conflits. En Rwanda, ça fait 60 ans que ça dure les conflits. On va pas refaire ça. Tu me parles de trucs historiques, mais je veux dire, Hollande, c'est pas lui qui a voté le truc il y a 40 ans. Il est face à une situation, t'as certains membres du gouvernement centrafricain ou une partie de la population qui fait appel à lui. Donc forcément, lui se pose la question, est-ce que j'interviens ou pas? D'ailleurs, pour la petite anecdote qui va te faire plaisir, au Mali, il y a un lycée François Hollande qui a été inauguré. Ah bah c'est magnifique. Ils vont baisser leur froc. Bref, c'est pas la question. Tu fermes les yeux sur une partie de la population qui est épargnée justement par l'intervention. Si, parce que tu portes des jugements de valeur. Je porte soi-disant pour aider. Soi-disant pour aider. Est-ce qu'on les pas dire ça à ceux qui se font Ça fait combien de temps qu'ils sont en guerre? Ça fait combien de temps que, depuis la décolonisation, que les pays africains sont en guerre? Depuis les décolonisations, depuis le système politique qu'on a instruit, ils se battent entre eux. Ça fait 60 ans qu'on intervient et ça fait 60 ans qu'on n'a jamais réglé le problème de fond. C'est ça que je dis. C'est-à-dire que, malheureusement... mais je te dis pas que ça va révolutionner le système étatique africain. Et je pense que c'est pas en intervenant tout le temps que les nations se forment. Je pense que si l'État africain savait qu'elle n'avait pas l'aide internationale derrière, je pense qu'elle chercherait des moyens militaire et essayer de se développer économiquement et militairement. Et c'est là que je dis le problème, c'est qu'en faisant ça, on laisse pas les pays africains essayer de se développer. Le Rwanda, c'est un autre débat, c'est totalement différent. Non, mais tu vois, t'attends, imagine, c'est ce que je te dis, c'est Hollande, il est là face à une situation. Il se dit, le Rwanda 94, personne n'a bougé, au final 800 000 morts. Bah qu'est-ce que tu fais? T'attends encore? Mais faut arrêter de mettre toujours l'étendard du Rwanda. Bah, oui. Faut arrêter, c'est comme... Non mais c'est comme... C'est vrai, mais je suis d'accord. Hugo a la faculté de calmer. J'entends, mais bien sûr que ça trotte, et c'est pour ça en partie qu'ils interviennent. Mais c'est comme... Marc a ça souvent en tête, et on en parle souvent, de parler de la Shoah tout le temps. Faut arrêter de mettre ça comme référence à chaque fois. C'est la même chose, faut arrêter de mettre des références et à partir de là changer son jugement. Il y a des choses qui changent l'histoire, mais il faut arrêter de biaiser son jugement en fonction de certains référentiels qu'on met en lumière. Ça n'empêche pas d'estimer le nombre de morts qu'il y a eu à la fois pendant la période de la Shoah et à la fois pendant le génocide du Rwanda. Il faut en prendre compte, mais c'est pas pour autant qu'on doit intervenir ici. Mais moi je te dis pas que ça légitime, je te dis que ça trotte forcément. T'es à la tête de l'État, tu te dis. Mais bien sûr, si ça intervient encore, si ça arrive encore. Parce que la France se sent responsable. Parce qu'elle a joué un rôle de l'autre côté. Si elle se sentait vraiment responsable, elle chercherait soit elle laisserait l'Afrique se débrouiller toute seule. Parce que la France, comment elle s'est faite la démocratie en France? Après la Révolution, après les empires, après les républiques et après tous les conflits de la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, on arrive à quelque chose d'à peu près stable aujourd'hui. Dire que c'est ce que je disais la dernière fois à Baptiste. Soit les peuples africains, en se combattant comme ça, en ayant dans le sang total, se construisent et au bout de certains conflits, après des nombreuses morts, ils arriveront à se construire et à avoir un système peut-être stable, c'est la première chose. Soit au contraire,
on les aide et on les empêche peut-être de faire leur histoire et on les entretient peut-être dans des conflits qui pourront durer des décennies. Et c'est là le débat, c'est que c'est pas, je pense que soit on les aide et malheureusement, mais je pense pas qu'il faut les aider, c'est à eux justement de faire leur histoire. Soit on les aide à trouver un système politique qui permet aux ethnies de se débrouiller essayer de trouver un consensus. Hein, mais c'est pas en agissant et en tenant le feu, en sachant pertinemment que derrière, il restera des bidons d'essence, qu'on va repartir. Ça ne sert à rien, c'est stérile. Et ça, c'est marqué dans un livre de Jérémy Tocco. Je mettrai la référence tout à l'heure. Ça entretient et ça renforce les conflits, parce que ceux qui se sont opposés à une ethnie et que les ethnies du pouvoir se sont fait aider par les Français, ceux qui se sont fait battre, la Séléka ou d'autres, les Soto en Afrique du Sud, ils sont encore plus en animosité vis-à-vis des populations au pouvoir. Donc c'est un débat vraiment de fond là-dessus. On a bien compris vos positions et notamment on peut revoir les émissions précédentes notamment sur la vie de Marc, de Baptiste qu'on a cité qui n'est pas là ce soir, sur tout ce qui se passe dans les pays africains. Hugo, vraiment, pour terminer, puisqu'après on va passer sur autre chose. On parle de l'Allemagne et on finit par parler d'Afrique avec Marc. Ouais, je suis désolé. C'est pas moi en plus. Il est fort. Là-dedans, je crois. On a parlé des colonies. C'est vrai que j'ai introduit le sujet en parlant de la Centrafrique et en disant qu'effectivement, quelle était la place de l'Allemagne dans le monde aujourd'hui. Et c'est vrai que je pense que l'Allemagne ayant moins de colonies, je pense qu'elle a moins à perdre territorialement et économiquement, justement. Je pense aussi que ça. Moins à gagner aussi. Et ça dépend. Là, encore une fois, si tu prends la distinction État-privé, c'est différent. Soit il y a des entreprises allemandes qui y vont et c'est pas l'État directement qui en bénéficie, soit c'est l'État qui va et qui tu vois, quand la Chine investit, fait des ports en Afrique, c'est l'État chinois qui y va, hein, même si c'est par l'intermédiaire d'entreprises. Ah oui, mais là c'est la Chine. Ceux là, qui sont je parle de l'Allemagne ou de la France, c'est différent. Bref. Voilà. Non, il est 19h14 sauf si vous écoutez la rediffusion de l'émission, hein, évidemment, où il peut ne pas être 19h14 sauf si vous l'écoutez à la même heure que ce qu'elle est diffusée, très fort. En direct quoi, en fait. Non, ça pourrait être en rediffusion, mais demain. Je vous propose de passer dans une dernière partie de l'émission, la dernière partie de l'année 2013 dans cette émission politiquement incorrecte qu'Hugo a tant mené et a tant permis d'exister. Il nous boostait pour qu'on puisse la faire chaque jeudi soir, mercredi soir, ça a dépendu. Le Drucker de l'émission. C'est le Drucker de l'émission, voilà. Il y a 80 ans en moins. Voilà, c'est ça. Et puis surtout, le chien aussi. Le chien au moins. Oui, bien sûr. Et puis surtout, voilà, vous remarquerez que l'émission passe de plus en plus en fin de semaine. Bientôt, on sera le dimanche soir. On fera ouvrir la page spécialement vraiment pour ça. Drucker. Hein. C'est ça. Vivement dimanche prochain. Et donc, je vais vous demander si vous y avez un sujet que vous retenez sur cette année et qu'éventuellement vos camarades pourraient commenter. Marc, pour commencer, je sais que Marc adore quand je commence par lui. Non, mais moi, Marc, est-ce que tu as pensé à un sujet? Il n'y a pas un élément, moi... C'est quoi cette réponse là? De quoi? Il n'y a pas un élément. C'est une réponse en bois, ça. Il n'y a pas un élément qui m'a marqué. Alors, vas-y. Moi, je trouve que depuis le début moi, c'est plus large, je trouve que les situations en Afrique se dégradent de plus en plus en ce moment. Et c'est ça je crois qu'on est au début d'une grande question, surtout depuis cette année 2013 justement, où ça n'a cessé de se raviver. Et je pense que là, on est sur notamment les deux sur le point de départ françaises. de quelque chose de grand. Et ça a démarré avec les printemps arabes et ça continue avec l'Afrique subsaharienne et dans certains pays, voilà, au sud du Sahara, on est vraiment là-dedans. Et je pense que on est peut-être au début de quelque chose, soit de positif, soit de négatif, je sais pas encore. Faut laisser l'histoire voir ce qui va faire son chemin. Mais je pense que là, on est vraiment sur quelque chose de très important cette année, je pense. Raphaël, tu n'as pas fait beaucoup d'émissions cette année, mais alors justement, tu viens conclure l'année et peut-être as-tu une idée. Je dis à nos auditeurs que Raphaël fait partie du comité de rédaction de Radio Rec quand même, ce qui est quand même une belle promotion cette année 2013. Donc toi, ton année 2013, elle est forcément merveilleuse vu que tu l'as conclue avec cette nomination. Exactement, avec la gloire, finalement la gloire du poste, de l'élévation sociale. Vu que Marc a traité un peu de l'international, je vais un peu recentrer sur la France. Clairement, l'actu 2013, c'était... d'ailleurs... pour moi, c'est tout ce qui tourne autour du gouvernement et de François Hollande. Clairement, je trouve qu'il y a eu un sacré revirement de situation, un retournement... Un désenchantement, mais national contre lui. On l'a vu dans les sondages, d'ailleurs, que je trouve pas toujours pertinent, mais... je trouve ça assez impressionnant la manière dont tout le peuple finalement s'est retourné contre lui.
avec un effet forcément d'entraînement. Si aux infos t'entends tout le temps que tout le monde, que de plus en plus de gens ne le suivent pas, ne l'apprécient pas, ne le jugent pas compétent, bah t'as de plus en plus de gens qui vont le trouver incompétent justement. Et je trouve ça, moi, cette psychologie des masses et des foules, ça m'impressionne de plus en plus parce que ça montre bien que avec les, je parle pas de complot ni rien, mais avec les médias, avec le rabâchement quotidien, avec des infos tournées dans un certain angle, et ben t'arrives à influencer les masses et moi ça m'intéresse toujours. Et François Hollande a lui aussi, si je puis me permettre, participé un petit peu à ce que tu viens de décrire en annonçant depuis le début de l'année que la courbe du chômage allait s'inverser, pardon, et a priori ce n'est toujours pas vraiment le cas. Ouais, il avait dit aussi que son ennemi c'était la finance. Hein. Oui, ça il l'a dit durant la campagne. Donc voilà, effectivement, aussi un désenchantement du côté du chômage dont on a parlé avec l'Allemagne. Hugo? Un politique normal finalement. Ma vraie actu, mais je vais en choisir une qui a vraiment eu lieu en 2013, ce sera, j'en ai parlé tout à l'heure, la NSA, les révélations Oui. autour de la NSA. Donc c'est Edward Snowden qui travaillait pour ce service gouvernemental américain, états-unien plus exactement, qui a révélé l'affaire. Donc c'est un système de surveillance généralisé aux États-Unis et tout autour du monde, qui a vu notamment le téléphone d'Angela Merkel, surveillé. Voilà. Ça c'est un professionnel, Hugo, parce qu'il réussit à mêler le thème de l'année 2013 au thème de l'émission. Mais que veux-tu? Je suis pas venu depuis longtemps, mais je garde mes bonnes vieilles habitudes. Oui, voilà, je trouvais ça vraiment intéressant. C'est un thème qu'on n'a pas beaucoup évoqué en plus dans l'émission, autour de la surveillance, autour des libertés privées, autour d'Internet également. On n'a pas parlé, ce serait bien. Je trouve que ça a l'objet d'un gros débat qui pourrait avoir lieu sur Radio Rec. Et puis c'est purement géopolitique, ça parle de relations entre les États, comment les uns surveillent les autres et comment ils ont par là une domination sur eux. Quand tu sais à l'avance ce que notamment comment vont voter certains à l'ONU. Ça c'est l'histoire des surveillances des ordinateurs, il me semble, Voilà. du bureau français. Ils ont surveillé les ordinateurs ou les téléphones d'agents français à l'ONU et du coup ils savaient ce qu'ils allaient voter. Après c'est plus facile de se positionner pendant le débat. Et c'est plus facile de faire du lobbying ou non, de mener telles actions si tu sais à l'avance quel va être le vote de chacun. Après, donc voilà, je veux dire, c'est intéressant de mettre ça en lumière, de mettre en lumière la manière dont certains trichent dans les relations internationales. Après, alors pour la question des écoutes de NSA, faut savoir déjà qu'Obama s'était levé contre l'apport justement de pouvoir à la NSA par George Bush en 2004 quand il était sénateur, Obama. Et finalement là il arrive au pouvoir et on voit qu'il a accentué ça. Enfin il continue sur cette voie-là. Il y a pas grand-chose qui change. Mais je pense quand même qu'il faut pas faire trop les vierges effarouchées par rapport aux écoutes parce que moi je pars du principe que si les États-Unis le font, ils l'ont fait d'ailleurs avec l'accord de certains pays. Hein. Il y a eu des accords bilatéraux qui ont été effectués. Je pense que tu peux t'en plaindre, mais faut pas fermer les yeux. Je pense que ça arrive dans d'autres pays, pas que les États-Unis. On en parle parce que c'est la puissance dominante, parce que les gens aiment bien critiquer celui qui est premier, qui domine, qui est le meilleur. Et moi, si tu veux, forcément que je dénonce ça, mais je pense qu'il faut faire attention et que ça arrive aussi ailleurs. Mais bien sûr que ça arrive aussi ailleurs. Tu parlais d'accords bilatéraux. Aujourd'hui, il y a des accords bilatéraux qui vont dans le sens contraire, en mode on va plus jamais s'espionner de la vie. Faut pas non plus être naïf là-dessus. Et puis il faut aussi rappeler que la France est en train de mettre en place une loi qui vient d'être acceptée au Sénat qui parle de ces choses-là. Et la France aussi mène une politique semblable. Donc ça nous arrive aussi et ça arrive près de chez vous. Donc soyez prudents. Information à classer, actualité de l'année, en tout cas à classer dans les scandales politiques, et il y en a eu beaucoup en France aussi, on en a parlé, vous savez que c'est Mondadal, Cahuzac, etc. évidemment. Il y a énormément de choses. Et voilà, beaucoup de coulisses, beaucoup de choses derrière, dans les coulisses du pouvoir. C'est ce genre de choses-là, Cahuzac, la NSA, qui amène les gens à dire tous pourris. Parce qu'on voit que ce sont les gouvernements, ce sont des agences gouvernementales, des hommes politiques, des hommes publics qui mènent ce genre d'action, qui sont hors la loi finalement, qui sont anticonstitutionnels, qui sont des criminels. Bon, à partir de là, comment leur faire confiance?
C'est ça qui met en run les gens. Ouais, Après, la NSA, ça nous rappelle des vieux souvenirs quand même, hein, Voilà. au niveau de la Tchéka, de l'Union soviétique ou de ces trucs de surveillance, ou même dans la dictature roumaine, hein, il y avait beaucoup d'écoutes de Ceausescu. C'est vrai que ça nous rappelle ce souvenir-là. La grande différence, par contre, c'est que on n'emprisonne pas les gens après ces écoutes-là. Enfin, a priori, en tout cas, de ce qu'on sait. non, on n'emprisonne pas, mais Snowden vaut mieux pas qu'il rentre aux États-Unis. Eh bien, voilà. Ce sera Ouais, l'affaire à Snowden, suivre en pour rappeler 2014 qui il est, c'est le mec qui a révélé, qui a révélé les voilà. écoutes. et qui aujourd'hui doit être en exil en Russie, Russie. qui demande à être Voilà. extradé. Bah, non, Ah, pas les- extradé, mais à avoir L'asile politique l'asile au politique Brésil. au Brésil en échange de quelques renseignements. On n'en débattra pas, mais l'exil en Russie aussi, hein, il y avait notre ami Gérard Depardieu cette année aussi également, voilà, en 2013. Donc voilà. Pour Et d'autres raisons. Et puis puisqu'on parle de catastrophes naturelles, eh bien voilà, les catastrophes naturelles aussi dans l'actualité, bien sûr, tout au long de l'année, il y en a eu en France et à l'étranger, avec évidemment tout plein de choses dans l'actualité là-dessus. Ouais, Et le tsunami, il y a voilà. 2 semaines de cela. on parlait de l'Allemagne dans cette émission, clin d'œil sur le joueur de l'année en foot. C'est assez ironique quand on compare la France et l'Allemagne, puisqu'effectivement le joueur ce serait Ribéry de la Bundesliga. Donc voilà, un Français en Allemagne pour le joueur de l'année, ce qui est assez rigolo pour conclure cette émission. Voilà, c'est tout, je me fais des petits trips tout seul, c'est pas grave. On vous rappelle bien sûr les réseaux sociaux qui sont actifs pendant les vacances. Même Hugo, qui est au fin fond de tous les pays du monde, peut réagir sur les réseaux sociaux. Politiquement incorrect sur Twitter, et Facebook, c'est sur Twitter, c'est incorrect. Voilà. Exactement. On a même corrigé le petit lien récemment. Donc voilà, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, à l'écoute de Radio Rec si vous voulez écouter les programmes qui se passent durant toutes les vacances, avec certainement des musiques et des rediffusions à gogo. Dans un instant, Cinebdo avec Robin, qui revient lui aussi sur l'année 2013 et vous présente l'année 2014 du cinéma avec toute son équipe. Ce sera à 19h30 environ, voire peut-être un petit peu plus, bien sûr. Restez bien sûr avec nous. Retour aux environs du 10 janvier normalement. Marc, tu seras là? C'est ça, oui. Voilà. On aura passé les examens. Une fois que ces vacances... Non, c'est pour toi, parle pour toi. pas pour Voilà. Pour moi, enfin pour nous, pas pour toi. Mais effectivement, une fois que ces vacances seront passées, puisqu'évidemment le campus va plus ou moins fermer pendant les vacances, histoire de respirer un petit peu le bon air de Noël et Loin de la nouvelle transpiration année. aux étudiants. Voilà, bien sûr. On vous rappelle que pour le concours de Noël, on a divulgué un indice. N'hésitez pas à aller sur le site de Radio Rec. Si vous allez sur le site, vous regardez sur la petite bannière en haut, une bannière sur 2, vous verrez des Pères Noël, lequel a la tablette. Et donc l'indice du soir, c'est « Il ne faut jamais se réjouir de sa journée avant d'avoir mis son bonnet de nuit ». Nous nous réjouirons donc de cette émission et de l'ensemble de la journée que ce soir, une fois que nous aurons mis notre bonnet de nuit pour dormir. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci particulier à Raphaël et Hugo qui n'ont pas l'habitude d'être présents cette saison dans l'émission. Ça va se Et on régulariser. remercie. Hein. Ah, c'est Pas génial. Pas pour moi. Oui. Hugo, Ah ouais. on peut par Skype. Voilà, un petit Tout à Skype fait, pourquoi pas. depuis l'Australie. Alors la prochaine destination. C'est tout à fait ça. Voilà. Il pourra peut-être nous envoyer quelques sujets Oui, d'Australie. J'ai entendu Marc qui m'invitait à faire une intervention autour des ressources. Ouais. Le charbon de Sydney. Voilà. Donc C'est, peut-être un sujet à venir ouais, dans ouais. Politiquement Incorrect. C'est- Pourquoi pas. Bah essaie de te renseigner après, voilà, savoir si ce que j'ai lu est exact ou pas. Et J'irai creuser. voilà. Bah bonnes vacances Hugo. Hein Puis ouais, bonne fête de fin d'année à tous nos auditeurs. Et Hugo, alors on va te laisser le mot de la fin quand même parce que tu n'es pas là de revenir. Très bonne fête à tous et bisous. Bisous. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt.